La nature va-t-elle dire merci au Covid-19? Ça, c'est une question que beaucoup se posent parce que si il y a une chose qui a vraiment pu apprécier ce confinement, c'est bien la nature parce qu'elle en avait bien besoin. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Antoine Fontaine, Bonsoir Gismir Amoudou. Bonsoir à tous les spectateurs. j'allais dire le cœur de la Réunion a respiré pendant 2 mois. Alors, le cœur de la Réunion, Et le toute la Réunion. cœur de toute la nature en général, je Ouais. dirais, ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire que en fait, ce qui était impossible il y a encore 2 mois, c'est-à-dire Protéger la nature. protéger la nature, suspendre surtout le capitalisme et la mondialisation, ce qui n'était pas possible il y a 2 mois, et a tout d'un coup été rendu possible euh, à cause ou grâce, je sais pas, à un virus. Et c'est quelque chose quand même qui peut être surprenant parce que quand on voit que la nature, en 2 mois, a repris autant sa place, on se demande ce que fait l'homme. Bah, alors, en tout état de cause, moi je crois pas à une disparition de la nature, peut-être à une disparition de l'humanité, ça Ça, j'ai... c'est fort possible, Ouais. mais à une disparition de la nature et de la terre elle-même, je crois que c'est une idée que je ne me fais pas. Plus de 3 milliards d'années d'histoire naturelle d'une terre qui a connu tout un tas de cataclysmes, d'évolutions et qui est toujours présente. Et quand on regarde comment la nature a repris ses droits, voir certains animaux sauvages dans des centres urbains, c'est un renard qui se donne qui prend plaisir à venir. Je veux dire, ça remet pas mal de choses en question. Ça remet pas mal de choses en question. Je ne sais pas si ça remet pas mal de choses en question. Disons que ces 2 mois de répit, en fait, que la nature a obtenu, j'ai pas le sentiment que les choses vont beaucoup changer au bout du compte par rapport à justement cette nature. Quand on voit que pendant cette période de confinement, il y a eu quand même des choses qui se sont mises en place, et notamment le déploiement de tout le réseau 5G dont on sait aujourd'hui, au dire de certains experts, qu'ils ont des effets très néfastes, non seulement pour la nature, mais également pour l'homme. Donc on peut s'interroger. Et avant de continuer plus que ça, juste un mot. Comment Antoine Fontaine, qui est entre autres président Mac. du CEMAC, qui se bat pour pour la nature, comment il a vécu ce confinement? Bah écoutez, je dirais plutôt bien. Plutôt bien dans le sens où finalement, comme on disait tout à l'heure, tout l'environnement autour, quand je parle de l'environnement, c'est pas forcément l'environnement naturel, Mhm. mais l'environnement humain aussi, où toute cette machine complètement un peu folle, hein, parce qu'il faut bien le dire, on vit aujourd'hui dans un monde où il y a un rythme qui est complètement fou. Eh bien, tout s'est arrêté tout d'un coup, et c'est vrai que ça fait du bien. Ça pousse aussi beaucoup à la réflexion, parce que c'est pas parce qu'on était confiné qu'il fallait aussi s'empêcher de réfléchir. Et je crois qu'on a vécu, en tout cas pour ma part, un fait historique majeur de ce début du XXIe siècle, où on a vu à quel point on pouvait quelque part, je dirais, jouer sur un certain nombre de peurs par rapport aux différents pouvoirs qui sont en place dans tous les États de cette planète. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, je dirais, on voit que les choses commencent à bouger dans tout un tas de pays, que un certain nombre de peuples commencent à se réveiller, qu'il y avait quand même beaucoup d'endroits où il y avait pas mal de manifestations, ne serait-ce qu'en France. Eh bien, on se rend compte que tout d'un coup, on a réussi quelque part à mettre fin à tout ça, et sous le prétexte, alors je ne sais pas, il faudra peut-être qu'une analyse plus poussée nous dise exactement ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions quand même aujourd'hui, quand on voit le taux de létalité, du nombre de morts provoqués par cette maladie, et du traitement surtout médiatique hors norme qu'il y a eu autour du coronavirus, où on avait un décompte quasi
par heure du nombre de personnes touchées. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point aujourd'hui un certain nombre de maladies chroniques qui ont tué beaucoup plus, qui tuent beaucoup plus que le coronavirus, si ces maladies chroniques avaient ce même traitement médiatique, si finalement il n'y aurait pas un tel climat de terreur dans les populations. Qu'est-ce qui explique justement que ce coronavirus a eu droit à un traitement particulier, j'allais dire de faveur, mais de particulier? Mais écoutez, là, on est dans de la science-fiction quelque part. Il faudrait émettre des hypothèses. C'est vrai que parce que les autres maladies à la rigueur ne touchent pas à l'économie entre guillemets. Là, ce virus a quand même ébranlé tout un système. il y a un certain nombre d'hypothèses aujourd'hui qui consistent à dire que cette crise sanitaire, en fait, masquait surtout une crise économique et financière majeure. Et c'est vrai que quand on regarde finalement l'une des premières décisions qu'ont pris les différents États, et notamment en France, c'est d'injecter de l'argent, de faire tourner la planche à billets dans l'économie. Ça a été l'une des premières décisions. Et donc c'est vrai que depuis plusieurs mois, il y avait quand même une période de récession assez importante sur le plan économique. Donc c'est une hypothèse qui est plausible, pourquoi pas. Après, je ne dis pas que c'est la vérité. Peut-être qu'on ne saura jamais finalement. Au fond, ce qui a fait que, à un moment donné, plusieurs États décident de confiner ainsi près de la moitié de la population mondiale sur la base d'un virus dont on vient de dire que quelque part, quand on regarde les chiffres, quel que soit l'endroit où on se trouve sur cette planète, est rapporté au pourcentage de la population totale de ces pays, un virus qui touche 0% de la population. Et c'est aussi le paradoxe, c'est que tout le monde attendait que ce virus fasse un massacre en Afrique. Et c'est là que, finalement, tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Il y avait quand même quelques éléments documentés déjà avant que les pays soient confinés, ne serait-ce que par rapport à ce qui se passait déjà en Chine, je dirais, où il y avait déjà des hypothèses scientifiques qui avaient été émises sur le fait que le virus ne serait pas très résistant à la chaleur. Et donc c'est vrai que c'est peut-être effectivement vrai, je ne sais pas. Je suis pas scientifique pour le dire, mais si on met en corrélation un certain nombre de faits, un certain nombre de connaissances, c'est vrai que finalement c'est peut-être pas aussi surprenant que cela. Il y a des pays aujourd'hui qui sont en Europe qui n'ont pas forcément fait le choix du confinement et où la létalité, la contagiosité du virus a été beaucoup moindre qu'en France, comme en Allemagne par exemple. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'on est dans le déconfinement, aujourd'hui, comment Antoine Fontaine et puis son entourage sort de ce confinement? J'allais dire, un peu plus d'énergie, et avec des projets, Quel est le premier sentiment finalement? Le premier sentiment, je dirais, c'est quand même toujours un état de sidération. Finalement, par rapport au comportement des personnes, on se rend compte que il y a quand même, on le ressent en tout cas, un stress très fort chez les gens, une méfiance très grande, encore plus qu'avant, par rapport au fait d'être ou pas contaminé par ce virus. Et là où on se rend compte finalement, c'est que aussi les gens quelque part ont peur de la mort. On peur de la mort, on peur de mourir, ça peut se comprendre, mais à un tel niveau, c'est ça en fait qui est assez, je dirais, qui est interrogateur finalement sur l'avenir. Je crois qu'on a vécu une expérience grandeur nature de tout un tas de choses qui préfigurent déjà la société de demain. On parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, d'un monde, d'une société sans contact. C'est un peu ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Finalement, beaucoup parlent du monde d'après le coronavirus. Le monde d'après le coronavirus, il est déjà en train de se mettre en place. Et c'est un monde dans lequel, quelque part, les gens ont peur d'être en contact avec les autres. On a assisté aussi à une échelle grandeur nature de la numérisation de nos vies. Où on se rend compte de la place du numérique. On a pris conscience aussi que l'argent physique,
aussi pouvaient disparaître sous prétexte de risques sanitaires. Tout un tas de choses qui se mettent en place quand même depuis pas mal d'années. Ça fait un moment que Et que là, on a expérimenté à une échelle impensable. Et avec un certain niveau d'acceptation des populations, dont on a renié les libertés les plus fondamentales. Et quand on regarde sur le plan juridique ce qui s'est passé en France pendant cette période, c'est tout simplement impressionnant. On a eu une disparition de notre Constitution, une concentration des pouvoirs, et où le juge lui-même, eh bien, qui est un peu le dernier rempart finalement de nos démocraties et des libertés, où le juge lui-même a renoncé à cette mission. On va juste rappeler que ce cas de concentration de pouvoir, il y a eu 2 ou 3 cas dans la Ve République où le président a pris tous les pouvoirs. C'est écrit dans la Constitution également, ça vous le savez mieux que moi, et que quand la situation l'exige... C'est-à-dire que là, il n'a pas utilisé cet article de la Constitution, qui est l'article 16 de la Constitution française. Il n'a pas utilisé cet article. Et on se rend compte que même le Conseil constitutionnel lui-même, dans le cadre de recours qui ont été exercés contre les lois qui ont été votées pendant cette période, le Conseil constitutionnel lui-même a refusé d'examiner ces recours qui, non seulement dans le cadre de l'adoption de la loi, étaient réellement contraires à la Constitution française. Était réellement contraire à la Constitution française, et donc le Conseil constitutionnel a refusé d'examiner ce recours. Lui qui est le gardien présumé de la Constitution, a refusé de faire son travail. Oui, mais en fait, si on regarde ce contexte-là, on l'a vu sur 2 ou 3 couvre-feux décidés, par exemple par le maire de Nice, Estrosi, également, on l'avait vu aussi dans un territoire d'outre-mer, c'est que le Conseil d'État pouvait rejeter des couvre-feux si il y avait une demande de la part d'une association, d'une structure de la population. On voyait bien que même là, que finalement le gardien des institutions, on savait plus très bien à un moment s'il fallait laisser la peur conférer le pouvoir aux institutions, ou où les institutions pouvaient continuer à veiller sur les libertés publiques. Je crois que c'est dans ces périodes, c'est dans ce genre de période qu'on se rend compte de la solidité d'un régime qui se prétend démocratique, par gros vent. C'est là où on voit finalement la validité d'un tel régime. Et on se rend compte que le Conseil d'État, par exemple, qui est un juge, qui est censé être le gardien, c'est la mission que lui confie quand même la Constitution, eh bien, sous des prétextes sanitaires réels ou qui sont réels, je vais pas le nier. Peut-être que le confinement, au bout du compte, c'était les seules mesures aujourd'hui, enfin à l'époque, qui pouvaient être prises par le gouvernement. Mais c'est vrai que la démarche qui a été celle du Conseil constitutionnel, ça a été d'encourager le gouvernement à préciser davantage les restrictions de liberté. Ça a été de rejeter tout un tas de recours organisés par les syndicats de soignants, de médecins concernant la mise à disposition de masques, de gants, de produits de première nécessité dans ce genre de crise sanitaire. Ça a été quand même de rejeter tous ces recours pour que le gouvernement n'ait pas obligation de fournir tout ce matériel indispensable. Je mettrais un petit bémol, c'est qu'on voit qu'à un moment donné, même le Conseil d'État a changé de posture et a commencé justement à veiller à ce que l'État respecte un peu plus les libertés. Oui, je ne sais pas si ça va justifier forcément les renoncements majeurs, oui. Parce que quelque part, il y a quelques juristes d'ailleurs qui s'en sont vraiment qui ont mis ça sur la place publique, qui s'en sont étonnés eux-mêmes de cette situation. Et c'est vrai que ce qui est assez surprenant, je dirais, dans cette période, c'est aussi le fait pour le pouvoir politique, à un moment donné,
de ne pas reconnaître quelque part que peut-être il aurait pu se tromper. Le pouvoir politique s'est trompé. S'est trompé d'abord parce que lorsque le virus apparaît à Wuhan, en Chine, personne ne bouge et qu'il a fallu attendre le mois de mi-février pour commencer à entendre les premiers attention et un mois plus tard pour dire on confine tout le monde parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'anticipation. On voit bien que les pays européens n'ont pas anticipé l'épidémie qui se pointait à Wuhan depuis le mois de décembre. Ben, écoutez, non seulement je dirais qu'ils ne l'ont pas anticipé, mais en même temps, si on rapporte aujourd'hui ce manque d'anticipation à la contagiosité réelle et à la létalité réelle du virus, ça peut se comprendre quelque part qu'il n'ait pas anticipé. Mais tout d'un coup, comme ça, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi la machine s'emballe. Pourquoi tout d'un coup la machine s'emballe et surtout on a assisté, je dirais, à des moments incroyables où le pouvoir politique disait tout et son contraire. On a assisté à un moment incroyable aussi avec les scientifiques qui étaient en train de se mener une petite guéguerre d'ego entre eux. Non, moi je trouve que à plusieurs titres, ce que nous avons vécu, c'est vraiment un fait historique majeur de ce début de 21e siècle. Et je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup de personnes sont conscientes de cela et surtout des conséquences derrière que ça va engendrer, parce que je crois vraiment que le pire est encore à venir, non pas sur le plan sanitaire, mais sur le plan de la démocratie. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, il y a eu un cafouillage dans la communication au niveau de l'État. Quelques jours avant le confinement, le président qui va au théâtre, qui dit aux gens la vie continue, il faut, et puis quelques jours plus tard qui dit restez chez vous. C'est vrai que c'est pas vraiment quelque chose qui crédibilise l'État. Et puis, je suis désolé, je n'ai rien contre la porte-parole du gouvernement, mais s'appeler Sibeth Ndiaye, c'est peut-être pas la meilleure chose que dans le contexte qu'on a eu. Je suis désolé, mais Sibeth Ndiaye, et en plus, elle a cafouillé, elle faisait la même chose que certains ministres, elle disait une chose la veille, et puis elle se corrigeait le lendemain, quoi. Et ça, il n'y a pas plus pour décrédibiliser le à tous les niveaux, hein, je veux dire, pendant la veille du premier tour des élections municipales, on a dit aux gens, attention, le virus est là, il faut faire attention, restez chez vous, mais allez voter quand même. Et là, on se rend compte, ça c'était le Premier ministre lui-même qui l'a dit. Donc, à tous les niveaux, quelle que soit la fonction finalement aujourd'hui du gouvernement, mais même des élus de manière générale locaux, on peut quand même s'interroger sur leur niveau de compétences finalement et sur leur capacité à gérer un pays ou un territoire quel qu'il soit. Ce qui est assez révélateur en ce moment, c'est le fait que un certain nombre d'entre eux ne veuillent assumer aucune responsabilité, notamment avec l'ouverture des écoles. Eh bien, on est à ce moment de notre histoire démocratique où on a des responsables politiques qui ne veulent être responsables de rien, quelque part. Hein? De toute façon, s'il y a il y a 16 communes qui n'ont pas ouvert leurs écoles, c'est parce que c'était pas. Il y a une chose qui est vraie, c'est la peur de dire demain, je suis responsable de la mort d'un enfant. Bien sûr qu'il y a cette peur de se dire que demain on est responsable de la mort d'un enfant, mais je crois que une société sans risque, c'est une société que je n'ai jamais vue. Et que, bien entendu, il s'agit de se prémunir contre toute mort possible qui serait regrettable et peut-être de se rapprocher du risque zéro. Mais le risque zéro n'existe pas. Et quand je disais que là où la classe politique, quelque part, ne reconnaît pas finalement ses erreurs, c'est dans ces mesures aussi de déconfinement. On voit bien aujourd'hui que la typologie des personnes qui ont été affectées et qui malheureusement
sont décédés de ce virus, eh bien, on la connaît. On sait bien que en termes de contagiosité, et il n'y a pas besoin d'aller très loin. Regardez aujourd'hui à Mayotte, l'un des endroits où on a le moins respecté le confinement. Et si on rapporte finalement à cette contagiosité du coronavirus, eh bien, on est toujours sur des échelles de grandeur de 0% de la population mahoraise. Donc, c'est-à-dire qu'on prend des décisions aujourd'hui qui ont un impact majeur sur la vie de tout le monde pour un virus qui, quelque part, eh bien, touche 0% ou peut-être un peu plus de la population. Enfin, je vais prendre la question de l'autre un peu à contre-pied, Antoine Fontaine. S'il n'y avait pas eu ce confinement, quel aurait été le résultat? Bien sûr, je dis pas le contraire. Je disais même tout à l'heure que peut-être les mesures de confinement étaient peut-être les seules qui auraient dû être prises. Aujourd'hui, on a quand même du recul sur cette situation et on voit bien qu'il y a quand même une certaine stabilisation, non seulement du nombre de personnes contaminées et du nombre de personnes qui décèdent. Et donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi quand même des éléments scientifiques chiffrés dans tout un tas de pays, et en France en premier lieu, qui nous permettent quand même de prendre les choses avec un peu plus de hauteur et d'analyser la situation de manière plus sereine. Alors, au début de la crise, on disait qu'on ne pouvait pas avoir cette réflexion parce que c'était le début de la crise. Pendant la crise, on nous disait qu'il fallait gérer la crise et que c'était pas le moment de remettre en question tout cela. Aujourd'hui, on a quand même des éléments sur lesquels on peut porter une analyse qui permettrait peut-être de prendre des décisions qui soient plus adaptées à la réalité de la contagiosité et de la létalité de ce virus. Et je reviens tout à l'heure, lorsqu'on parlait tout à l'heure de Sibeth Ndiaye, et montrer justement, c'est ça qui a été gênant à un moment donné, pour montrer qu'ils disaient parfois des bêtises, les gens qui parlaient, on voyait bien que c'était pas la même personne. Et puis à un moment donné, non seulement on changeait les personnes qui allaient parler à la presse, puis à un moment donné, on avait l'impression que personne ne voulait plus y aller. Et ça, c'est quand même atroce parce que c'est une question de crédibilité. Bah, ça fait un moment que je dirais que la classe politique elle a perdu de la crédibilité au niveau, aux yeux des citoyens, pardon. Ça fait un moment, et c'est sûr que cette crise et la gestion de cette crise, quel que soit le niveau de responsabilité politique que l'on a aujourd'hui, a renforcé cette idée que finalement nous étions gouvernés par des personnes dont le cadet de leurs soucis était finalement le bien-être de la population. On se rend compte de cela beaucoup. Aujourd'hui, on appelle à l'esprit de responsabilité de chaque individu et on se demande finalement à quoi peut bien servir aujourd'hui un État où nous avons laissé aussi, nous, citoyens, faire cela, un État qui se déresponsabilise de tout, qui ne protège plus personne et qui en appelle aujourd'hui à notre esprit chacun de responsabilité. Puis il y a une chose aussi que la presse a vue, la population l'a vue, mais on l'a pas vraiment, je dirais, analysé, c'est le changement de ministre de la Santé juste avant. Juste avant, c'est vrai qu'il y a eu des coïncidences quand même assez troublantes pendant cette période qui a précédé le confinement. Donc c'est pour ça qu'on se dit que peut-être il y avait quand même des choses déjà qui se passaient en coulisses et dont nous n'aurons jamais connaissance et qui maintient finalement cette suspicion à l'égard du pouvoir politique, comme si aujourd'hui les gens étaient incapables d'entendre la vérité ou de comprendre un certain nombre de choses. Il est vrai que la ministre l'ex-ministre Agnès Buzyn, ministre de la Santé et de la Solidarité, a son mari qui travaille à Wuhan, je crois. Oui, j'ai cru comprendre effectivement qu'il avait des intérêts dans la recherche scientifique en Chine, effectivement. Oui. Et donc elle n'a pas pu, apparemment elle le voulait, elle, anticiper, le gouvernement n'a pas voulu, et elle s'est tenue à ça. Donc ça montre quand même qu'il y a quand même beaucoup d'informations, vrai ou pas vrai, il y a beaucoup de controverses et finalement, au bout, la suspicion est présente. La suspicion est présente et puis on se rend compte aussi des priorités qui sont celles de notre classe politique. On voit clairement aujourd'hui que finalement, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un grand plan
en faveur de l'hôpital public, rien aujourd'hui n'est annoncé en faveur de l'hôpital public, si ce n'est peut-être une augmentation Voilà. Du personnel hospitalier. On se rend compte que quelque part on achète Exact. le silence des gens et c'est pas nouveau. Hein, ça fait des années, des décennies même que ça se passe comme ça. La connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir financier, elle n'est pas nouvelle. On le voit encore à l'aune de cette crise du coronavirus. Mais je ne sais pas s'il y aura un réveil des peuples, même si dans certains pays, comme l'Allemagne toujours, où je crois que des manifestations commencent à reprendre. Je ne sais pas si aujourd'hui les peuples vont se réveiller à nouveau et reprendre leur destin en main, parce qu'il y a vraiment quelque chose de fou de déléguer complètement nos vies comme ça à ces personnes sans avoir aucune capacité de reprendre le contrôle. Ou alors, on va se poser la question de savoir, est-ce que 2022 est déjà dans les têtes? Merci Antoine Fontaine. Merci à vous. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à lundi.